Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre sur Fest Info TV, la télévision de la diaspora. Vous êtes bien sûr dans l'émission Grand Débat de tous les samedis. Nous avons pour vous aujourd'hui un grand invité. Alors, je vous demande de vous installer confortablement, partager le direct, inviter vos amis. Nous allons ramener notre invité en ligne dans 1 minute. C'est le moment de partager, afin que nous puissions avoir un grand nombre pour avoir tout ce que notre invité va nous donner aujourd'hui. Voilà, nous avons avec nous aujourd'hui un grand acteur de la scène politique du Togo. Nous le ramenons en ligne dans 2 minutes. C'est le moment de partager. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Grand Débat. Le thème, c'est la situation politique au Togo. Et partagez. Vous avez ici en direct votre serviteur Bertrand de Philly. Merci. On écoute la musique de notre sœur Finiki Ewoloa. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci de nous rejoindre sur Fest Info TV. C'est le moment de partage. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous commençons dans 2 minutes. Et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à notre invité. Nous allons ouvrir la ligne pour vous demander de poser des questions. Vous pouvez appeler sur le numéro suivant, le 001 267 315 82 00. C'est un numéro WhatsApp. Appelez-nous sur WhatsApp. Voilà. Pour poser des questions à notre cher invité. 001 267 315 82 00. Merci de nous rejoindre sur Fest Info TV. Voilà, nous sommes dans l'émission Grand Débat. Voilà, partagez, invitez vos amis. Alors, je ramène en ligne notre invité.
Nous commençons le débat. Merci à notre consoeur Finiki pour ce son. Elle n'est plus avec nous. Nous espérons qu'elle est accueillie au-delà, dans la maison du Père. Et nous ramenons en ligne, notre invité. Je vous rappelle encore une fois que vous êtes dans l'émission Grand Débat. Voilà, ça se passe sur Fest Info TV tous les samedis. Nous vous ramenons, voilà, des invités, des personnalités spéciales, voilà, des gens qui contribuent chaque jour que Dieu fait à ce que nous puissions avoir, voilà, la démocratie proprement dite dans notre pays, le Togo. Et aujourd'hui, nous avons avec nous, je vous laisse découvrir, il va se présenter, je le ramène en ligne. Un instant. Voilà, il est là. Bonjour, professeur. Bonjour, Bertrand. Comment vous allez, professeur? Ça va? Je vais bien, je vais bien. Vous avez bonne mine, là. Il faut avoir bonne mine pour supporter les problèmes, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Mais quand même, lorsqu'on affronte des vicissitudes de la vie, il faut avoir bonne mine. Oui, n'est-ce pas? Dieu merci, avec tous ces coups et tout ce qui se passe actuellement, on trouve ce petit sourire-là, on peut dire Dieu merci. Bien sûr, il faut remercier Dieu qu'on va bien. Et, voilà. Pour affronter les problèmes de la vie, il faut prendre la vie de son bon côté. Voilà. Quand on a la santé, il y a l'espoir, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors, encore une fois, chers invités, chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur Fest Info TV, la télévision de la diaspora, et nous avons pour inviter aujourd'hui dans notre émission Grand Débat le professeur Aimé Gogué. Il est le président de l'ADI, qui est un grand parti politique dans notre cher pays, le Togo. Alors, il est là. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole et je vais lui demander de se présenter lui-même. Professeur, vous avez la parole. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Vous m'avez déjà présenté. Moi, c'est Tchabouré Aimé Gogué. Je suis le président de l'Alliance démocrate pour le développement intégral, ADI. Et nous sommes un des partis politiques de l'opposition, grand, c'est trop dire, bon, disons, un parti de l'opposition, et nous travaillons pour l'alternance. J'ai été professeur d'université, professeur de sciences économiques, et je suis à la retraite depuis déjà quelques années. Voilà, en gros, je crois que c'est ça que je peux dire de moi. J'espère que ça suffit comme présentation. Si les gens ont besoin d'informations complémentaires, je pourrais les donner. Oui, mais vous avez omis de dire quelque chose d'important, hein, candidat. Oui, donc j'ai été député de 2013 à 2018, j'ai été candidat à la direction présidentielle de 2015 et j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2020, de février 2020. Voilà. Bon, une petite question là. Vous êtes encore aux élections présidentielles là pour une troisième fois? Puisque c'est un tollé au pays. Quand les gens y vont trois fois. Ça, c'est à y voir. L'important pour nous, c'est plutôt qu'on ait l'alternance. C'est tout. Que je sois candidat ou pas, que si c'est quelqu'un d'autre qui va nous amener l'alternance, pourquoi pas? Je ne suis pas candidat. Je ne dirais pas avec Sarkozy que je pense à tous les matins me rasant que je serai candidat, que je serai président de la République. Pour moi, c'est important qu'on puisse amener l'alternance dans le pays. Avec une meilleure gouvernance, j'espère. Voilà. Ok, merci. C'était juste une question piège. Je tombe souvent dans les pièges, donc il faut éviter de me faire des pièges. Oui, bien sûr, nous allons y arriver. Hein, nous allons y arriver. Pour les éviter. Nous allons y arriver. Encore une fois, je présente aux téléspectateurs que nous avons aujourd'hui le professeur Aimé Gogué, le président de l'ADI. Il est parmi nous aujourd'hui pour répondre à des questions à la mesure de son possible et vous permettre également aussi de lui poser des questions. Vous pouvez nous appeler sur le 001 267 315 82 00. Appel WhatsApp.
seulement, s'il vous plaît. Alors, partagez la vidéo, nous sommes avec lui. Alors, professeur, dites-nous, comment se porte l'ADI après les élections? Disons, comme tout parti politique, nous avons eu, ou bien tout au relais, hein, c'est un coup de massue ce qui s'est passé le 22 février. Il y a eu ça d'abord, et ensuite il y a eu la COVID qui constitue une contrainte pour les activités des partis politiques. Mais quand même, nous continuons un peu à faire la sensibilisation des militants et de la population. Donc, globalement, compte tenu de l'environnement politique, je dirais que relativement ça va. Ça va, mais de manière absolue, non. Mais d'abord, suite à ce qui s'est passé le 22 février, puis suite à la COVID. Mais compte tenu de tout cet environnement, je peux dire que relativement ça va. Ok. L'ADI est un parti politique qui est implanté sur tout le territoire national du Togo, n'est-ce pas? Oui, mais beaucoup plus dans la région des Savanes, comme partout dans tout parti politique, il y a une zone d'influence, mais nous sommes un peu partout dans le pays. Oui. Vous êtes un peu partout dans le pays. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas partout. Il y a des régions. Non, quelle que soit la grande démocratie, c'est difficile qu'un parti politique soit partout. Il y a des zones où les partis politiques sont mieux implantés. Comme vous êtes aux États-Unis, vous voyez, avec l'élection qui se passe actuellement, on sait que le Parti démocrate est mieux dans certains États plutôt que dans tel autre. C'est la même chose pour le Parti républicain. Donc, c'est comme chez nous aussi, dans les pays, dans n'importe quel pays, un parti politique peut avoir des zones d'influence beaucoup plus importantes que dans d'autres. Donc, c'est la même chose. ADI n'échappe pas à la règle. Alors, je ne commence pas déjà à recevoir des coups de fil. D'accord. S'il vous plaît, appelez-nous sur WhatsApp. Il y a un retour là. Est-ce que je... Appelez-nous sur WhatsApp afin que nous puissions vous recevoir si vous voulez poser des questions au professeur. Ne faites pas d'appel direct, s'il vous plaît. Appelez sur WhatsApp. S'il vous plaît. Chers téléspectateurs, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez même poser des questions en ligne directement. Vous écrivez votre question, je vais le lire au professeur. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp et nous allons vous recevoir. Mais ne faites pas d'appel direct, s'il vous plaît. Alors, nous revenons. Professeur, dites-nous, est-ce que vous avez un... Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. Non, le contact est très bien. Voilà. Je vous entends bien. All right. Parfait. Alors, dites-nous, est-ce que l'ADI est représentée aux États-Unis? Est-ce que vous avez une section aux États-Unis? Non, mais nous avons des militants aux États-Unis. Donc, actuellement, je vais penser à installer une section aux États-Unis, au Canada. Comme je suis là, voilà. Je vais essayer de contacter pour que ce soit un peu plus formalisé, oui. Voilà, parce que nous vous le demandons, parce que quand nous avons annoncé que nous allons recevoir aujourd'hui le président de l'ADI, nous avons eu des retours par rapport à certaines personnes qui ont demandé à savoir si, au fait, l'ADI a des représentations ici aux États-Unis ou dans le Canada, tout ça. Nous n'avons pas l'information, mais nous avons dit que nous allons vous demander. Maintenant que vous l'avez dit, nous allons essayer de ventiler l'information. Si vous arrivez à implanter une section par rapport à l'ADI, faites-nous le savoir et nous allons ventiler l'information pour vous. Vous savez, un homme politique, c'est un courtisan. Il va de soi s'il y a une section. Je ne vais pas cacher cette information et il va solliciter à beaucoup de vos éditeurs d'intégrer. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, encore une fois, chers téléspectateurs, auditeurs de FES Info TV, nous recevons dans notre émission de grand débat le professeur Aimé Gogué, le président de l'Alliance nationale pour le changement. Et vous pouvez lui poser des questions en composant le 001 267 315 82 00. Alors, non, professeur... il ne faut pas me créer des problèmes avec mon ami Jean-Pierre. Je suis président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Parce que tu sembles avoir dit, bon, de l'Alliance nationale.
pour le développement. Ah bon? Non, j'ai dit le président oui, de la non, c'est juste ça. hein. Non, je sais que tu connais les... Non, c'est ça. Ah oui, il ne faut pas faire ces erreurs-là. Oui, merci. Voilà, Hein. c'est ça. Non, il n'y a pas de Voilà. problème. Merci beaucoup, Président, pour nous rappeler. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois hein, que le Togo est allé aux élections présidentielles. C'est ça. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous n'avons pas toujours un nouveau gouvernement. Les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qui explique tout ça? Non, je crois qu'il faut demander aux responsables qui doivent former le gouvernement, c'est-à-dire à celui qui dit qu'il a gagné à fort. Bon, évidemment, d'un côté, ça peut traduire un malaise au sein de son équipe, de son parti politique. En même temps, bon, ça, et puis aussi, ça peut peut-être, ce qui peut être une bonne chose, ça peut montrer peut-être qu'ils sentent la nécessité, l'importance de la crise, qu'il faut trouver des moyens de solution. Mais malheureusement, comme je suis ici au Canada, je ne sais pas si c'est cette deuxième option qui est valable. Et si c'est cette deuxième option, quel effort il fait pour trouver une solution à la crise que nous vivons depuis longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on y voit la chose. Mais évidemment, c'est très paradoxal que les élections aient eu lieu depuis le 22 février, qu'il ait prêté serment depuis le 3 mai, et que depuis, on ne voit rien venir. D'abord, le gouvernement, le Premier ministre a mis du temps avant de présenter sa démission, et depuis qu'il ait présenté sa démission, ça fait plus d'un mois, ou bien environ un mois. Malheureusement, on ne voit rien venir, c'est un peu difficile. Il donne des raisons. Certains disent que c'est à cause de la COVID-19, mais ça ne peut pas expliquer nécessairement qu'il n'y ait pas de gouvernement. En France, on a changé de gouvernement. La France, disons, ils ont changé de gouvernement, même si ils auraient pu continuer avec la même chose. Alors que nous vivons une crise difficile. D'abord, il y a la crise politique, la crise économique, plus la crise sanitaire. Donc, on a besoin des gens qui prennent la responsabilité de la gestion du pays, ce qu'on n'a pas. Donc, c'est les raisons. Moi, je pense, il y a ça peut-être suggérer qu'il y a des problèmes internes, et de deux, peut-être, il y a des problèmes. Ils sont maintenant au courant que la crise est profonde, qu'il faut trouver des solutions. Voilà, c'est ce que je pense. Oui. Un instant, il y a un requin ici. Voilà. Je salue cette positivité dans votre réponse et je croise les doigts là-dessus aussi et pour que ça soit une prise de conscience, que les gens puissent comprendre que quand même ça ne va pas et qu'il faut vraiment trouver une solution. Et je pense, je croise les doigts, mais connaissant ce pouvoir et ce régime qui est au pays, on se pose beaucoup de questions. On espère que c'est la bonne. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Mais je vais vous poser une autre question rapidement dans la foulée. Aujourd'hui, nous avons le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, qui revendique toujours qu'il est dans une position de revendication des élections, comme il prétend avoir gagné ces élections. Et qu'est-ce que vous dites concrètement par rapport à ça? Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis mars. Je l'ai dit, pour moi, ce ne sont pas des élections. C'est vrai qu'on reconnaît que chaque année, chaque élection, il y a des fraudes. Ça, depuis du moins 98, qu'on ne déclare pas nécessairement celui qui a gagné. Mais cette année, ce qui s'est passé, c'est excessivement grave pour qu'on puisse parler d'élection. Si vous avez des amis au Togo, des parents au Togo, demandez-leur ce qui s'est passé chez eux, si véritablement c'est des élections. Les fraudes, les violences, les intimidations, tout y est passé. Ce qui est regrettable, effectivement, c'est comment qualifier ça d'élection. Tout ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé cette année. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'élection pour nous. C'est difficile de dire qu'il y a un gagnant. Il ne peut pas avoir un gagnant. S'il n'y a pas de match, il n'y a pas de gagnant.
Bon, donc pour nous, nous ne reconnaissons ni Ford qui se déclare élu comme gagnant, nous ne reconnaissons pas que l'autre aussi soit élu. Mais nous avons proposé pour nous que bon, si quelqu'un veut se dire qui est gagnant, et puis bon, ce n'est pas une proposition que nous prenons comme absolue. Comme a dit l'ambassadeur des États-Unis, c'est de faire proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Parce que là, on peut constater dans les bureaux et dans les urnes, effectivement, ce qui a gagné. Celui qui, entre guillemets, a gagné. Et nous avons proposé quelle méthode on peut utiliser pour identifier les fraudes des votes multiples. Parce que si quelqu'un vote, si dans une urne, on voit par exemple qui a 100 voix, 100 bulletins favorables à lui, on constate que sur les 100, il y a 80 avec la même empreinte, automatiquement, on élimine au moins 79, on lui garde un, puisque chaque individu a droit. Donc, à partir de là, on peut savoir. Même là encore, nous disons que c'est compliqué dans la mesure où, dans des bureaux de vote, on a déchiré nos bulletins les bulletins de vote favorables aux candidats de l'opposition. Donc, on s'est dit, avec tout ça, c'est difficile de déterminer un gagnant. Donc, il vaut mieux annuler. Pour nous, on disait qu'il faut annuler et recommencer. Donc, il ne faut pas dire que quelqu'un a gagné. Pour nous, personne n'a gagné ces élections. Que ce soit Fort, que ce soit Agbeoumi. Voilà. C'est notre position. On l'a dit depuis début mars. Voilà la réponse que je donne. Oui. Voilà, professeur, d'aucuns nous disent, d'aucuns nous envoient des écrits ici pour dire, est-ce que c'est parce que ce n'est pas vous qui avez été élu qui vous fait dire que, voilà, je dis que je ne peux pas. Est-ce que vous savez que même dans mon parti, des gens ont dit que j'aurais pu déclarer que je suis élu? Et j'ai dit que non, c'est irresponsable, puisque pour moi, il n'y a pas personne ne peut dire qu'il a gagné ces élections. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi, mais ce n'est pas un jeu normal, un jeu crédible. Moi, je vais aux élections pour obtenir l'alternance et le changement dans la gouvernance, plutôt ça, surtout. Mais pas pour être nécessairement. Je serais très content si c'est moi qui suis le président. Ça, c'est évident. Je suis un être humain. J'ai participé avec mes ressources. Physiquement, vous savez mon âge. Malgré ça, j'ai fait campagne. Mais professeur, oui? Je ne vous coupe pas la parole, mais écoutez, professeur, il y a un bon nombre de compatriotes togolais qui se disent, je vais vous lire la question de Théodore Meisso. Théodore Meisso vous pose cette question. Bon, est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu élection, mais vous savez très bien les conditions d'organisation avant de prendre part à ces élections? Oui, mais est-ce que ça veut dire que vous avez un match, vous connaissez les conditions du match, ça veut dire que le match s'est bien déroulé? Si vous amenez un arbitre qui est complètement corrompu, ou bien, qui laisse passer des fautes, etc., vous allez dire que c'est un match, vous ne pouvez pas contester ce match? Vous n'avez pas contesté qu'on annule ce match? C'est ça, parce qu'on connaissait les conditions. On savait que les conditions n'étaient pas nécessairement bonnes. Mais on ne savait pas qu'ils auraient pu aller. Là, on peut nous accuser. Je me demande même quel Togolais peut honnêtement dire qu'il pensait que la violence exercée par UNIR le 22 février aurait pu être exécutée. Et de deux, quel Togolais peut nous dire franchement que des Togolais, il va y avoir des Togolais dehors, on va jeter des délégués des candidats de l'opposition dehors, on va les tabasser devant eux et qu'ils ne vont pas réagir. Quel Togolais peut me dire sincèrement, la main sur le cœur, que lui pouvait croire ça? Personne. Pour moi, je ne pense pas que Togolais pouvait anticiper ce qui s'est passé le 22 février. On savait que les conditions étaient mauvaises, mais moi, je ne m'attendais pas du tout que tout le message qu'on a donné, que les Togolais auraient pu être là, laisser tabasser les délégués des candidats de l'opposition sans rien dire. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Vous voulez un changement et vous êtes prêts, vous voyez, on tabasse les représentants des candidats de l'opposition dans les bureaux de vote, vous ne dites rien. Et vous croyez que c'est avec ça qu'on aura un changement? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi je pense... Oui. Nous avons appris ici quand même qu'une dame de votre parti a été tabassée. Bien sûr. Oui. Pas elle seule. Au moins, elle a eu le courage de parler. Vous l'avez vu. Mais comment vous pouvez être une dame tabassée devant des gens qui sont là, des jeunes qui sont... Mais personne en danger même, ne serait-ce que ça. Ça oblige même les gens de la sécurité d'intervenir. Un agent de la sécurité a dit non, qu'il n'a pas eu l'ordre de
de ses supérieurs hiérarchiques. Vous pouvez croire ça, mais ne serait-ce que personne en danger, vous avez obligation d'intervenir. Et les autres hommes qui étaient là, les jeunes qui étaient là-bas, ils ne sont pas intervenus. Vous trouvez ça normal? Non, moi, je ne peux pas admettre ce qui s'est passé le 22 février. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été élu, mais j'aurais pu aussi déclarer de manière démagogique que je suis l'élu. Mais je trouve que c'est malhonnête. On veut un pays où le prochain gouvernement, on sait qu'il y a toujours des fraudes dans les élections. Peut-être que vous aurez ça en novembre prochain aux États-Unis, mais quand même, on ne pense pas que c'est ça qu'il nous faut. Voilà. On croise les doigts, on croise les doigts. On croise les doigts, il n'y a pas ça. Pour vous tous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur FES Info TV dans l'émission Grand Débat que nous vous présentons tous les samedis. Et nous avons pour invité aujourd'hui le professeur Aimé Gogué et nous lui poser des questions sur la situation politique au Togo. Vous pouvez appeler pour poser des questions au professeur en composant le 001 267 315 82 00. Alors, professeur, dites-nous, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres membres, les autres présidents de partis politiques, y compris M. Agbeome Kodjo? C'est compliqué de répondre. Bon, compliqué, simple. Disons, après les élections, bon, nous avons fait des efforts, disons, pour regrouper au moins les candidats de l'opposition pour voir ce qu'il faut faire, puisque globalement, personne n'est satisfait de ce qui s'est passé le 22 février. Bon, on est arrivé à un accord au moins pour dire que vraiment, c'est pas correct ce qui s'est passé. Bon, et on avait des contacts pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont pas et puis se croiser la main. Bon, moi, j'ai rencontré tous les candidats de l'opposition, j'ai rencontré des organisations de la société civile, j'ai rencontré même des leaders de partis politiques qui n'étaient pas candidats pour savoir comment ils pensaient. Donc, la conclusion, ou bien ce qui s'est dégagé, c'est d'amener des actions communes. Mais il faut mener des actions communes. Mais de l'autre côté, il y avait quand même la dynamique qui disait qu'elle a gagné les élections. Bon, on trouvait qu'avoir deux langages, ça n'allait pas. D'un côté, il a gagné les élections. Nous disons qu'il faut refaire les élections parce que ce ne sont pas des élections. Donc, avec l'accord de ce que j'ai contacté, je suis parti voir le responsable de la dynamique, notamment le candidat, et j'ai vu surtout le Monseigneur Kodjo pour lui expliquer ce qu'on voulait pour faire l'action commune. Donc, c'est au moins que nous tous nous reconnaissons que si on ne veut pas dire qu'il faut annuler les élections, au moins disons qu'il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, tel que je vous ai dit. On peut trouver un moyen même pour détecter, éliminer les multiples votes, comme on dit. Oui. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec moi. Il m'a dit non, il faut reconnaître d'abord, toute action exige qu'on reconnaisse a priori la victoire de la dynamique. Malheureusement, on n'était pas d'accord avec ça. Un instant, professeur. Ce que vous dites là, il faut je vais vous faire le redire parce que là, je vais le redire sans problème. Je l'ai déjà. C'est des détails que nous avons besoin d'avoir pour alimenter la réflexion qui se fait au niveau de la diaspora. C'est très important. Est-ce que vous pouvez rappeler, vous avez fait le tour des partis politiques et vous avez aussi... Ok, allez-y. Je ne dis pas tous les partis. J'ai rencontré au moins tous les candidats des partis politiques et tous les candidats de l'opposition. J'ai rencontré certains leaders des partis politiques d'opposition qui n'étaient pas candidats. J'ai rencontré certaines organisations de la société civile. Donc, le consensus qui se dégageait, c'est de dire qu'il faut proclamer la vérité des urnes, bureau de vote par bureau de vote. Et je vous ai dit a priori que j'avais même proposé quelle procédure il faut adopter pour pouvoir éliminer les fautes et les multiples votes. Donc, j'étais parti voir Monseigneur Kodjo, compte tenu de ce consensus, pour lui exposer ce consensus. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec moi, donc indirectement avec les autres, en disant que non, il faut reconnaître a priori que la dynamique a gagné. C'est simplement à cette condition que nous pouvons faire une action commune.
J'ai dit non. J'ai été même très loin. J'ai dit, bon, la probabilité que si on procède proclamation bureau de vote par bureau de vote, que ce soit son candidat qui gagne est élevé. Et surtout, soit candidat de la deuxième au deuxième, si c'est deuxième tour, que nous, notamment Adi, est prêt à supporter le candidat de l'opposition qui est en meilleure position, c'est-à-dire le candidat de la dynamique. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec ça. Il dit non, si on ne reconnaît pas, on ne peut pas faire une action commune. J'ai dit non. Et après, j'ai dit que non, cette position dit que ce ne sont pas l'alternance que vous voulez que votre candidat gagne. C'est deux choses complètement différentes. Donc, moi, je ne suis pas prêt à marcher de ça. Donc, bon, comme eux continuent à maintenir, à défendre cette idée, et automatiquement, on voyait mal comment aussi continuer à dire de l'autre côté non. Et directement, c'est comme si nous disons qu'il n'a pas gagné. Et ça rend confus le message que l'opposition donnait à la population. Donc, ça nous a bloqués. J'espère que vous aurez comme dirait l'autre, de nouvelles idées pour nous permettre de nous en sortir, parce que c'est pas tenable, cette situation. Ça veut dire qu'on laisse les autres continuer. Voilà. J'espère que j'ai été explicite et suffisamment clair. Oui, vous l'avez été explicite et suffisamment clair. C'est des choses que nous allons noter pour mûrir la réflexion. Donc, je voulais dire que, j'ajoute que j'ai dit que même notre procédure pouvait amener à reconnaître que ce soit le candidat de la dynamique qui a gagné. J'ai même dit ça. Et que même s'il allait au deuxième tour, nous sommes prêts à le supporter. J'ai dit tout ça, malgré ça, ils disent non, il faut reconnaître que c'est l'autre qui a gagné. J'ai dit non, moi je ne peux pas m'engager dans cette aventure. Ce qui est très clair, merci pour ces éclaircissements. Alors, difficile. Non, quand il dirait qu'on dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est ça notre problème. Voilà. Alors, question qui vient, elle est celle-ci rapidement, professeur. Je vais vous demander si aujourd'hui, c'est vrai que vous le dites clairement que par rapport à vous, ce qui s'est passé, ce ne sont pas des élections, qu'il faut demander carrément l'annulation et refaire une autre. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui, le pouvoir en place vous appelle dans le gouvernement qui est en train d'être mis en place, est-ce que l'ADI est prête à participer? Ça aussi, je l'ai dit depuis. Et puis, compte tenu de mon expérience, j'ai dit que un gouvernement d'union nationale, je ne pense pas que c'est une solution. Parce que vous vous rappelez, moi, j'ai été membre du gouvernement d'union nationale lors de la transition. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'un ministre de l'opposition, c'était le RPT qui était l'opposition en ce moment, vient, il n'a pas beaucoup de poids dans le gouvernement. Soit, ce qui arrive souvent, soit il défend les idées de son parti, ce qui rend sa participation au gouvernement inefficace, dans la mesure où il faut défendre une idée qui n'est pas acceptée par la majorité. Dans ce cas, d'ailleurs, c'est rejeté rapidement. On ne prend pas ça en compte. Ou bien, il défend ses propres intérêts. Ce qu'on constate souvent, un gouvernement national dans nos pays, lorsque lorsque l'accord entre le gouvernement majoritaire et le gouvernement minoritaire et le parti minoritaire, c'est-à-dire entre l'Union, et par exemple, si intègre, lorsque cet accord sera rompu, lorsqu'on va demander au ministre que Adi a envoyé au gouvernement, la tendance, généralement, c'est que le gars refuse. Vous comprenez? Il va refuser de démissionner. Il va aller complètement du côté d'unir. Ouais, donc, l'idée qu'on recherche ne sera pas atteinte. C'est pourquoi je trouve que le gouvernement d'union nationale est inefficace dans nos pays. Sauf si. Donc, c'est pourquoi je vais dire, pour répondre directement à votre question, si on m'invite, moi, de venir au gouvernement, si on invite à dire sans discussion de venir au gouvernement, c'est comme s'il y a un plat à manger, venez manger. Non. Ben, si maintenant, s'il y a des discussions, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne lors des élections passées, entre Merkel et les autres, ils ont mis des mois pour discuter du programme du gouvernement, des mois pour se mettre d'accord. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils ont formé un gouvernement national
entre le parti de Merkel et le parti politique. En ce moment, ils se mettent d'accord sur un programme. Alors, si on se met d'accord sur un programme, en ce moment, c'est possible. Je ne dis pas que c'est oui, mais c'est possible qu'on puisse intégrer. Mais si c'est-à-dire, venez, on va manger, en tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'Adi soit prêt pour ça. Donc, ça veut dire qu'au Togo, il y a des partis qu'on appelle venez, on va manger, ils y vont. Non, dans les pays africains, généralement, c'est dans ce sens. Je ne dis pas qu'au Togo, c'est pas au Togo seulement. Dans beaucoup de pays africains, c'est dans ce sens. Et ça aussi, il faut que vous le compreniez. Beaucoup de partis politiques, vous riez, mais moi, je vous dis exactement ce que je pense. Non, je sais que c'est une question qui vous est rentrée dans la gorge, mais bon. Non, pas du tout. Non, c'est que des gens, vous savez, l'opposition, ça a duré plus de 30 ans. Oui, dans quelques jours. Et des gens qui sont de l'opposition depuis, dans plusieurs, chaque fois, ils disent, ah, il faut aller devant nous aussi, on va manger un peu. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis qu'aux États-Unis, il y a des gens qui quittent partie de ce comportement. Vous riez. Donc, c'est ça, ils font des pressions, ils disent, ah, soyez au gouvernement, nous aussi, on va pour manger. Mais en tant que responsable des partis politiques, il y a quand même certaines valeurs qu'il faut défendre. Nous avons créé des partis pour défendre des idées. Évidemment, notre objectif, c'est de participer ou bien de gouverner, mais quand même aussi de défendre, nous gouvernons pour certaines idées. Il faut qu'on ait ça en tête. Mais sachez quand même que des militants, et certains cas de partis, veulent à tout prix récupérer un peu de leur vie. Oui, je comprends. Ce que vous expliquez, c'est de haut niveau, ça se comprend en fait. Merci. Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et aujourd'hui, le candidat Agbome Kodjo est dans le maquis. Il demande de l'aide. Est-ce que vous avez essayé d'approcher pour voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que vous pouvez aider votre collègue qui est en difficulté? Non, moi, nous avons toujours dit, ce que nous pensons que le problème avec le régime et Agbome ne doit pas être réglé de manière judiciaire. C'est un problème électoral. Il est dans un processus de contestation des résultats pour Cameroun. Nous trouvons que c'est normal, c'est un jeu normal dans la démocratie, évidemment. C'est comme si nous sommes dans un système démocratique, on ne l'est pas. Mais quand même, pour qu'on comprenne ça ici, je ne pense pas que c'est la voie judiciaire qui puisse régler ça. Donc, sur ça, comme principe de base, voilà ma position. Bon. Qu'est-ce qu'il est dans le maquis, évidemment, je ne peux pas savoir là où il est. Si moi je savais là où il est, automatiquement, il n'est pas dans le maquis. On doit, je suis peu bon. Si moi je suis au courant, c'est qu'automatiquement le régime en place au courant, devrait être au courant en fait. Ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est de faire des approches avec le régime en place pour leur dire que c'est le moyen de résolution de la crise. C'est tout ce qu'on peut faire. S'il y a d'autres, si on peut nous le suggérer, nous le ferons. Parce que nous ne sommes pas d'accord que des leaders de l'opposition soient dans le maquis. Ils ont les maquis parce qu'ils contestent des élections, des résultats, proclamer des résultats. Nous sommes d'accord avec ça, que ça ne sont pas nécessairement fort qu'il est élu. Mais il faut quand même reconnaître que M. Agbome Kodjo joue bien son jeu. Hein. Il fait parler de lui dans les médias, il est sur l'Internet. Il joue bien son jeu, hein, il faut le reconnaître. Oui, mais la question, c'est est-ce que c'est jouer son rôle qui est important pour le Togo ou bien c'est essayer de trouver une solution? Ça, c'est une autre. Effectivement, il est présent sur les médias, oui. Est-ce que c'est ça qui va nous aider à nous en sortir? Ça, je ne suis pas convaincu. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans notre émission Grand Débat de tous les samedis sur FES Info TV. Nous avons pour inviter aujourd'hui le professeur Aimé Gogué, qui est le président de l'ADI. Alors, vous pouvez appeler, poser des questions, faire des appels WhatsApp, bien sûr, en composant le 001 267 315 82 00. Oui, professeur, dites-nous, nous allons nous envoler un tout petit peu vers
le Mali avant de revenir au Togo. Aujourd'hui, il y a une crise qui secoue le Mali. Nous allons essayer de faire une parallèle avec le Togo. Il y a le M5. Je fais le parallèle avec la C14. Le M5 en tête, un imam. Et ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Et notre C14 n'a pas pu. Hein, et au chemin faisant, on n'a rien compris. Hein, et puis bon, voilà. La même CEDEAO qui est venue au Togo était au Mali. Mais pourtant, les Maliens ils ont essayé de s'en sortir. Quoi. Et aujourd'hui, on voit les résultats au niveau du Mali. Expliquez-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ose espérer, comme vous le dites, que le Mali va s'en sortir, parce qu'on ne sait pas encore. Justement. Non, on ne sait pas encore. Malheureusement, il faut comparer l'imam à l'archevêque. Moi, je ne doute pas un seul instant de l'engagement de l'archevêque Bojro pour le changement. Pas du tout. Un seul instant, je ne doute pas. Mais vous voyez, l'imam, lui aussi, personne, vous aussi, personne ne doute de son engagement pour le changement, c'est-à-dire le départ de Ibeka. En fait, il luttait pour le changement. C'est après qu'ils ont viré pour demander le départ de Ibeka. Exactement. Mais la différence est deux. C'est l'imam n'a jamais accusé quelqu'un de l'opposition. Si vous avez suivi, hein, il n'a jamais accusé quelqu'un de l'opposition. Il a travaillé toujours avec tous les leaders de l'opposition. C'est que Monseigneur n'a pas fait. Monseigneur avait tous les atouts pour réussir comme imam. Mais sa faiblesse, malgré son engagement viscéral pour le changement, il a divisé. Je ne dis pas, il n'a pas divisé, il a renforcé la division de l'opposition. Le deuxième point, et ça c'est regrettable que nous ne tirons pas leçon de ça pour le Mali, de ce qui s'est passé le Mali. La C14. Vous voyez, le Mali, combien de mois la crise a duré? Ils ont commencé en juin, peut-être un peu avant, même si c'est en avril qu'ils ont commencé. Oui. Ça n'en fait pas un an. Ça n'a pas duré comme au Togo. Hein? Comme au Togo. Et je dis souvent aux gens, comparer les leaders de l'opposition, les politiciens de l'opposition du Mali avec ceux du Togo. Je m'excuse. Ils ont beaucoup d'argent là-bas. Hein? Ils ont beaucoup d'argent, ça c'est un. Et de deux, ce ne sont pas des gens qui sont aussi engagés, ils sont plus nomades politiques que nous. Ouais. Vous avez constaté ça. Alors, je vois mal, ça me fait mal, ce n'est pas parce que je suis de l'opposition. On puisse dire que nous, de l'opposition togolaise, nous sommes des corrompus, entre guillemets, que ceux du Mali. Vous savez, on a fait 2 ans de lutte. Un an, quelque chose de lutte. C'est de 2 ans, un an plus. Combien on a dépensé? Autour de 150 millions, même disons 200 millions. 200 millions, un an de lutte, 200 millions. Financé en grande partie par les partis politiques d'opposition. Je crois que la diaspora a donné 40 ou bien, supposons même 50 millions. 50 millions, oui. 50 millions. Vous pensez, il faut comparer deux choses. Vous pensez que même au Mali, ils ont dépensé ça? Vous pensez même qu'au Burkina, ils ont dépensé moins d'1 milliard, moins de 2 milliards? Il faut comparer les choses comparables. Au Togo, je suis dans la politique au moins depuis 30 ans. Les gens ne veulent pas contribuer. Les gens ne veulent pas contribuer. Moi, je rends hommage. C'est sûr, nous sommes des êtres humains, nous avons fait des erreurs. Ça, c'est évident. Et 30 ans, tu es un être humain, tu dis à 30 ans, tu n'as pas fait d'erreur, mais tu dois mourir parce que tu atteins la perfection, il faut que tu dégages pour que d'autres viennent. Et je trouve que vraiment, nous manquons de. Nous ne faisons pas attention à nos déclarations. Il est dit, hein, professeur, il est dit hein, partout hein, que Ibeka a proposé des millions à Diko, à l'imam Diko.
l'imam Diko a refusé, mais vous avez pris 30 millions et bon, voilà. Entre nous, entre nous, Voilà. Et vous savez, cette affaire de 30 millions vous savez, pour surtout nous qui sommes dans la diaspora, laissez-moi vous expliquer, professeur. Pour nous qui sommes dans la diaspora, ok, cette affaire de 30 millions a vraiment plombé beaucoup d'esprits. Et non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On ne comprend pas, hein, dites-nous. Et Bertrand, c'est moi qui étais le premier à même confirmer que nous avons eu. C'est moi qui l'ai confirmé. Et vous avez eu tous les problèmes. Hein. Oui, j'étais heureusement choqué et surpris par ça. Parce que j'ai dit, mais quelqu'un peut me donner 100 millions. Si j'ai des idées à mettre en œuvre, si je fais ça, malgré qu'il m'ait donné 30 millions pour me dire de faire autre chose, je ne vois pas le problème. Les gens nous ont accusés, entre nous d'abord, 30 millions pour 14 leaders politiques. Ça fait moins de 3 millions, ça fait 2 millions quelque chose par leader. Vous êtes sûr que moi, là, on va me donner 3 millions pour que je change d'idée? Mais quand même, vous exagérez. Moi, à mon niveau, on va me donner 3 millions. Quel que soit l'idée des politiques, on va lui donner 3 millions, il va changer d'idée. C'est incroyable. Je suis surpris que les Togolais aient pu penser un seul instant qu'avec les 30 millions, ça nous a fait changer d'idée. C'est incroyable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit les Togolais n'aiment pas contribuer, etc. Ensuite, moi, je dis, hein, si quelqu'un peut me donner 100 millions, mais qu'il va continuer, même 200 millions, même 300 millions, que je fasse ce que je dois faire avec. Si dans ça à notre leader, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Tchadam, que ce soit Agboume, mais Agboume continue à lutter pour l'alternance, je m'en fous. Je m'en fous. Quand moi, je dis à mes militants, aux gens, je dis, mais si UNI vous donne l'argent, prenez, c'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Prenez. Mais la seule chose, votez pour l'opposition, votez pour le changement. Voilà ma position sur ça. C'est très clair. Ça ne veut pas dire que l'imam est moins corrompu que nous. Non. Pour moi, ça n'a aucun sens, cette idée de corruption. Aussi longtemps que la personne continue à défendre l'idée de l'alternance, moi, c'est ça le plus important. Voilà. Je suis très clair dessus. J'ai beaucoup regretté avoir reconnu qu'on nous a donné 30 millions. Oui. Sincèrement, j'ai beaucoup regretté cela. Que les Togolais en fassent un cas, comment on peut donner 30 millions? Et peut-être on n'a pas pensé, mais on a fait les comptes, on a mis qu'on nous a donné 30 millions. On a mis dans les comptes de la C14 qu'on a eu 30 millions. Voilà ce qu'on a fait avec les 30 millions. Mais on n'a pas déclaré dans le public. Et quand les gens insistaient, moi, je me suis dit, et pourquoi pas ne pas le dire? Je l'ai dit, mais ce qui est sorti vraiment, ça. Mais le problème, c'est que vous avez été critiqué par des gens qui sont même dans la C14. Des gens même de la C14 qui sont sortis pour venir. Vous avez critiqué, ils sont crédibles, ça? Voilà, justement, c'est ce qui j'essaie de vous faire comprendre qu'au fait, il ne faut pas juger que la masse, le peuple, puisque des gens venant de la C14 sont montés au créneau, sont allés sur des chaînes, et jusqu'aujourd'hui, ils en parlent, qu'on ne peut faire une lutte politique, on ne prend pas de l'argent de qui vous font des morales à vous-même. C'est-à-dire, on est ensemble pour faire quelque chose. On va quelque part, on nous donne quelque chose, et quelqu'un parmi nous revient nous faire la morale devant les autres. Le peuple. Non, je suis d'accord que le peuple peut le dire, mais est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Vous trouvez ça normal que lorsqu'on a pris l'argent, on l'a annoncé en assemblée, en conférence des présidents de la C14. On l'a annoncé, on a dit ce qu'on va faire avec ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est gardé dans les gens, et on a fait quelque chose de secret. Si les gens qui critiquent après, est-ce qu'ils ont demandé leur s'ils ont dit quelque chose à la réunion? S'ils se sont posés à ça? Non, je comprends, c'est très facile lorsque vous avez des problèmes. Moi, j'essaie juste de vous aider à comprendre pourquoi le peuple a été dupé, au fait. Non, que le peuple le dise, hein, je suis peut-être que non pas tous les applaudissements, je suis d'accord. Bon, c'est épuisable. Mais que des responsables, que des gens qui sont en mesure de comprendre, continuent à mener cette idée, continuent à divulguer ces idées, continuent à
à défendre ses idées. Ça, je le regrette. Je le regrette, malgré les explications qu'on a données. Personne n'a empoché un seul franc de ça. Ça a servi à nous pour lutter, continuer la lutte. C'est parce qu'on dit, hein. On dit que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a pris l'argent. Hein. Je dis que c'est faux. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui a pris l'argent. Je dis que c'est faux. Nous étions, j'ai oublié le nom, on était au moins 6 ou 7, à qui on a donné l'argent en public. Et ce n'est pas Jean-Pierre Fabre. Je ne dis pas Fabre qui a pris l'argent pour aller chez lui. C'est un autre qui a pris l'argent, qui a amené ça après. Et on a discuté. Bon, oui, on a discuté à la prochaine conférence pour dire, voilà, on a eu tant d'argent, voilà ce qu'on va faire. On a décidé ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre. C'est ça que je dis. C'est regrettable que ça se passe ainsi. Ça c'était bien connu au sein de la C14. Donc, si c'est les gens de la C14 qui disent, ils sont malhonnêtes. C'est le mot qu'il faut dire. Ils sont malhonnêtes. Mais justement, ça nous a choqué que des gens ensemble vont faire quelque chose et parmi eux, un s'élève, il vient à la radio pour venir dire aux autres, on s'est dit, mais pourquoi tu ne le dis pas en groupe et que tu viens dehors pour... Voilà, ça fait de la mauvaise foi. Et puis, bon, voilà. Voilà. C'est donc c'est la question qu'il fallait poser, donc continuer à dire. Justement. Parce que là, et c'est des gens. Il y a beaucoup de services. Comme ça, c'est difficile. Alors, nous allons avancer rapidement. Pensez-vous que l'armée togolaise pouvait faire quelque chose qu'elle n'a pas fait? J'ai oublié que la différence encore au Togo et le Mali, c'est que est-ce qu'on n'est pas sûr que si le MC continuait, si le MC pouvait avoir le résultat passé obtenu, c'est l'armée qui est intervenue. Chez nous, l'armée intervient dans le sens contraire. Donc, malheureusement, les gens n'en tiennent pas compte. Ils disent que non, écoutez, il faut tenir compte de tous ces facteurs. Et vous voyez ce qui se passe actuellement au Mali. Malgré que l'armée, moi, je n'aime pas l'intervention de l'armée parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner après. Mais ils sont arrivés à trouver une solution qui est bloquée avec la CEDEAO. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que chez nous, l'armée aurait peut intervenir? Généralement, moi, je suis contre l'intervention de l'armée parce que on ne sait pas qui est derrière. La première chose. Deuxième chose, on ne sait pas si ils vont aller dans le sens que vous voulez. Donc, voilà pourquoi moi, je suis contre l'intervention de l'armée. Mais malheureusement, c'est difficile à dire quelle solution parce que c'est mieux, si c'était mieux qu'ils arrivent à trouver une solution entre les manifestants, les manifestants, M5 et le pouvoir. C'est ce que moi j'aurais souhaité sans intervention de l'armée. Bon, malheureusement, le pouvoir étant autiste, et l'armée intervient. On verra si ça va donner de bons résultats ou pas. On verra. Est-ce que vous, homme politique du Togo, vous avez de bonnes relations avec notre armée? L'armée togolaise, l'avantage qui est automatiquement l'inconvénient aussi, c'est qu'elle est disciplinée. C'est bon qu'une armée soit disciplinée, parce qu'une armée non disciplinée, ce sera pas la pagaille totale. Mais lié à ça, et puis l'armée togolaise, contrairement à ce que les gens pensent, l'armée togolaise, pour moi, je pense que, bon, évidemment, peut-être qu'il y a des intérêts imbriqués des uns des autres, ce qui fait que, mais l'armée semble respecter le pouvoir civil. Malheureusement, le pouvoir civil, la haute hiérarchie de l'armée, parce que les militaires de rang, je crois qu'ils sont pour le changement. La haute hiérarchie ne semble pas se poser des questions sur le bien fondé le bien fondé du pouvoir civil qu'elle respecte. C'est ça notre problème qu'on a. C'est ça qu'on a comme problème. Donc, la discipline, c'est bien, mais malheureusement, si vous respectez de mauvais ordres, c'est mauvais. Notre constitution est très claire à ce sujet. C'est que l'armée doit être disciplinée, mais en même temps, l'armée doit se poser des questions sur l'ordre qu'il reçoit. Chaque militaire, chaque agent de défense et de sécurité a à répondre à ses actes. Mais malheureusement, ils ne savent pas, ils n'en tiennent pas compte. Parce que lorsque vous êtes militaire ou bien policier ou bien gendarme, lorsqu'on vous donne un ordre, vous devez voir si cet ordre répond à l'ordre constitutionnel.
Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Quand c'est un autre, ils respectent l'autre. Mais bon, malheureusement, la Constitution prévoit qu'ils doivent tenir compte de la constitutionnalité ou bien dans le bon sens du droit, ils ne le font pas. C'est ça notre problème. Est-ce que l'armée a un statut? Je crois qu'ils ont un statut qui, je ne pense pas, soit appliqué. C'est ce que je dis. S'ils ont un statut, ça doit s'intégrer dans la Constitution. Ça doit être la Constitution. On leur dit clairement, j'ai oublié l'article qui dit, mais c'est très clair. Ils doivent tenir compte, ils doivent répondre de leurs actes. Ils non dire après que non, c'est un ordre reçu d'un chef. N'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, nous, en tant qu'observateurs de la scène politique, il arrive à des moments où nous nous posons des questions si nos responsables politiques ont vraiment des relations avec. Oui, on a des relations. On a quelques relations, mais bon, mais ce ne sont pas une relation formelle. Bon. Et puis, chacun joue son rôle. Si les gens ne sont pas prêts à respecter la Constitution, on m'a donné des ordres, je dois respecter, c'est très compliqué. Mais vous ne pensez pas que dans la situation du Togo, où ce pays-là est régi par un système de plus de 50 ans, que tout bon opposant qui veut vraiment venir sur la scène politique doit devoir composer avec l'armée togolaise? Non, ça c'est... Non, en fait, tout homme politique qui veut venir au pouvoir doit composer avec toutes les composantes de la société dans l'armée. On a senti, on sait que l'armée joue un rôle très important, on l'a vu avec ce qui s'est passé. Même au Burkina, si l'armée n'avait pas été neutre, il va de soi que ce qui s'est passé au Burkina ne se serait pas passé pour le renversement de Compaoré. Donc, vous voyez, c'est même après le renversement de Compaoré, il y a eu le coup d'État de Tchingéré. Mais si l'armée n'avait pas été républicaine, la transition aurait sauté. Malheureusement, on n'a pas ça au Togo. Donc, nécessairement, l'armée va jouer un grand rôle. Ça, c'est une deuxième chose, la communauté internationale joue un grand rôle. Même malgré le fait que l'armée malienne soit intervenue pour, en tout cas, ils disent que Ibeka a démissionné. D'accord. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais Ibeka a démissionné. Malgré ça, vous voyez les conditions de la communauté internationale. Ne pensez pas que ça va laisser indifférent des résultats que nous allons obtenir après. Parce que les sanctions imposées par la CEDEAO, soutenues par la communauté internationale, ce ne sont pas des sanctions légères. Ça crée un poids sérieux sur la communauté. On ne sait pas, ils ont dit le 7, ils vont trouver une solution. Il y aura une réunion de la CEDEAO. J'espère qu'ils vont trouver des solutions atténuantes pour comprendre ce qui s'est passé au Mali. Voilà, donc l'armée a joué un rôle important au Burkina, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit même en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Soudan, l'armée a joué un rôle. Et si nous n'avons pas de contacts, ou bien si l'armée ne change pas son comportement, et si la communauté internationale aussi ne change pas son comportement vis-à-vis de nous, ce serait difficile. Je crois que nous, de l'opposition, on doit réfléchir sur ça. Merci beaucoup, professeur. Merci pour toutes ces questions. Et il y a un auditeur qui vous demande ceci, je vais vous le lire rapidement. Quel est aujourd'hui ce que vous pensez que la classe politique doit faire pour remobiliser le peuple togolais? Non, lui aussi doit mobiliser. Je dis souvent, c'est sous forme de... Les gens pensent que c'est des blagues, mais non, ou bien des fuites de responsabilité. Vous savez, actuellement, là où nous sommes, nous voulons un changement, une meilleure gouvernance et un meilleur vivre ensemble. Cela là ne préoccupe pas, ce n'est pas une préoccupation de la classe politique seule. C'est une préoccupation de tous les citoyens togolais. Donc, c'est un mouvement citoyen, c'est tous les Togolais, la société civile, les syndicats, etc., qui doivent s'impliquer dans ça. Ce ne sont pas seulement les partis politiques. Donc, dire que c'est simplement qu'est-ce que les politiciens vont faire pour cela, je crois que c'est mal posé le problème. C'est une préoccupation de tous les Togolais et tous les Togolais doivent s'y attacher. Les partis politiques ne sont pas indifférents. Ouais, donc, définir, lutter pour la Constitution, tout ça ne sont pas seulement des partis politiques. Parce qu'une constitution définit les relations entre les citoyens d'un pays. Est-ce que c'est les partis politiques qui doivent définir? C'est les valeurs sociales qui doivent les définir. Mais si au Togo, on pense que c'est les partis politiques.
malheureusement, on n'a pas confiance aux partis politiques, aux leaders de l'opposition. Et en même temps, on pense que c'est eux qui doivent trouver une solution. Vous trouvez que c'est un peu contradictoire. Nous, on essaie de sensibiliser, de continuer sur qu'elle prenne conscience de son rôle qu'elle doit jouer. C'est ce qu'on peut faire pour le moment. Une autre question qui nous est venue sur WhatsApp, hein. Je vais vous le lire aussi rapidement. Comment est-ce que vous vous sentez, ou bien comment est-ce que vous vous êtes senti, hein, par rapport à ces allégations comme quoi l'opposition togolaise est corrompue et que vous êtes des taupes? Non, c'est bon, je sais comment. Je trouve ça fortement regrettable. Premièrement, je vous ai expliqué question de corruption. Moi, si quelqu'un donne de l'argent à un des leaders politiques et s'il prend cet argent pour renforcer sa contribution, sa sensibilisation, sa lutte pour une meilleure gouvernance dans le pays, je ne pense pas que ce soit mauvais. La deuxième chose, pour que nous soyons de top, ça aussi, c'est trop fort, c'est des affirmations. Je ne trouve pas mauvais qu'un leader de l'opposition puisse avoir des contacts, discuter avec des gens d'unir. Moi, et je le fais, ça tout le monde sait que moi je discute avec tout le monde. Est-ce que ça c'est une taupe? Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Qu'un leader de l'opposition puisse discuter avec un responsable d'UNIR et essayer de l'influencer. Pourquoi vous pensez nécessairement que c'est le gars d'UNIR qui influence l'homme de l'opposition? Je ne peux pas comprendre ça. Ça veut dire que nous n'avons pas du tout confiance en nous-mêmes. Pourquoi moi je ne puisse pas influencer fort ou bien influencer un responsable d'UNIR? Pourquoi vous pensez que c'est eux qui peuvent m'influencer? Je ne comprends pas ce comportement. Ça veut dire que nous n'avons aucune confiance en notre capacité de défendre nos idées. Donc, moi, je trouve que c'est une fausse route. Je crois qu'il faut avoir confiance. Les gars ont des idées. Nous avons des idées pour une meilleure gouvernance dans ce pays, au Togo. Et donc, c'est ça. Aussi longtemps que je ne trouve pas. Je dis souvent à mes militants, ne vous limitez pas à discuter entre vous. Vous discutez entre vous, ça ne nous avance pas. Ayez le courage de discuter avec les gens du NIR, influencer les gens du NIR pour qu'ils viennent de notre côté et puis qu'ils défendent nos idées. Mais si vous restez entre vous, vous ne grandissez pas notre base et ce n'est pas bon. C'est la même chose que moi je dis aux leaders de l'opposition. Discuter avec les gens du NIR, essayer de les influencer que la voie qu'ils adoptent pour le pays n'est pas bonne. Voilà, c'est ça ma position. C'est lorsque un leader de l'opposition prend de l'argent du NIR ou bien de quelqu'un et quitte pour aller, il ne défend plus nos idées et va défendre les idées du NIR, là, en ce moment, bon, là, je crois qu'il a créé la cause. Voilà. Mais s'il prend l'argent pour travailler pour la cause, pourquoi pas? Tout à fait. C'est bien noté, professeur. Moi, je parle. Nous sommes contents de vous voir avoir bonne mine. Téléspectateurs et l'intérieur correct, mais bon, on essaie de... Chers auditeurs et auditrices, nous sommes bien sûr dans l'émission Grand Débat avec le professeur Aimé Gogué que nous recevons aujourd'hui comme invité pour lui poser des questions sur la situation politique au Togo. Alors, voilà, il y a monsieur Cyril Dossou qui vous pose cette question, professeur. Dans les conditions actuelles, faut-il continuer par respecter le calendrier électoral républicain? C'est compliqué. Bon, disons qu'on a vu, j'ai répondu à la question la semaine dernière plusieurs fois. La question de boycott ou de ne pas boycotter, c'est un problème que je ne sais pas si on va trouver une solution. Parce que vous boycottez, il y a les élections, bon, les gens gagnent, ils continuent. Parce que ce qui est mauvais chez nous, on ne fixe pas un minimum de taux de participation pour valider les résultats d'une élection. Je crois que certains pays le font, mais c'est rare. Et puis, si vous ne participez pas aux élections, les gens peuvent donner un taux de participation qui les arrange. Ça, c'est la première chose. Vous savez, les élections législatives de décembre 2018, je ne pense pas qu'on ait atteint 20% de taux de participation, mais ils ont donné un taux de participation, je ne me rappelle pas, au moins de 50 ou 60%. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier point. Et participer aussi, les gens pensent qu'on cautionne. C'est vrai. Pour moi, il faut qu'on définisse. Nous disons chaque fois qu'il faut que les conditions d'élection soient transparentes, équitables, etc.
inclusive, tout ça. Mais il faut qu'on définisse exactement ce qu'il faut. Parce que nous savons que la composition de la CENI n'est pas bonne du tout. Mais sachez que c'est mieux que dans certains pays de la sous-région. Mais on peut faire mieux. Sans la division du pays, le clivage du pays en deux. Il faut trouver des moyens pour avoir une meilleure CENI. Mais il faut qu'on définisse exactement ce qu'on entend par transparence des élections. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Il faut travailler pour ça. Et la deuxième chose, on veut participer aux élections. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que la population doit faire? Nous devons savoir que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Ce n'est pas parce qu'on participe aux élections qu'on pense que les conditions seront bonnes que nous sommes dans un système démocratique. Nous savons que nous ne le sommes pas. Mais ça veut dire que la population doit lutter un peu plus. Il ne faut pas se contenter d'aller voter, partir. Nous devons lutter pour que la vérité des yeux sorte. Vous êtes à côté, on donne des résultats farfelus, on proclame des résultats farfelus. Vous dites que non, c'est aux leaders politiques. Non. Vous votez. Lorsque vous votez, on vole la personne pour qui vous avez voté. Ça veut dire que vous-même, on a voté. Il faut que les populations prennent conscience de ça. Donc, je vais être très clair. Je ne dis pas que les élections actuellement sont correctes, sont organisées de la bonne manière, mais dire de boycotter ou non, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution. Mais tel que moi je me compose, vous savez que je suis pour les élections. Mais maintenant, ce qui reste, définition des conditions pour lesquelles les élections seront transparentes, luttons pour l'obtenir et surtout, que la population soit prête à lutter pour que les élections soient transparentes. Je dis souvent ce qui s'est passé le 22 février. Si on avait un cadre idéal, les résultats, on aurait eu les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on avait le même nombre de représentants dans les bureaux de vote de l'opposition comme du parti au pouvoir et qu'on laisse tabasser nos gens, on laisse les sortir, il va de sorte que c'est le même résultat qu'on aurait. Évidemment, les gens vont dire que non, et si les gens sont dans les bureaux de vote, ce qui s'est passé, on ne va pas se passer. Si la population n'est pas prête à lutter pour que les résultats qui sont dans les zones soient et ceux qui sont proclamés, il va de sorte qu'on aura des résultats. Donc, d'abord, il faut que les conditions soient bonnes, et de deux, il faut que les gens soient prêts à lutter pour que les lois soient appliquées. À ce moment, il faut aller aux élections. Le boycott, moi, je suis convaincu que le boycott n'avance pas nécessairement. OK. Oui. Alors, je pense qu'on a un auditeur sur WhatsApp. Oh, je pense que nous l'avons perdu. Un instant, je vais essayer de voir si je peux le ramener. Un auditeur sur WhatsApp. Un instant. Bon, je pense que nous l'avons perdu, hein. Voilà, je n'avais pas voulu vous interrompre parce que vous étiez en train d'expliquer lorsque j'ai essayé de le recontacter, mais bon, tout compte fait, si l'auditeur nous suit, il peut rappeler parce que nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Ouais. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Bon, alors, professeur, Oui. voilà, il y a une question qui est arrivée rapidement là. On a l'impression que l'opposition, cette question nous vient de Momo Glagogé, qui dit, on a l'impression actuellement que l'opposition est affaiblie. Est-ce que, oui, hein, parce qu'on ne vous voit plus sur la scène, il y a une léthargie totale, on se demande si vous avez démissionné ou c'est une perte ou bien de motivation, une perte de motivation. Non, il a raison que l'opposition est affaiblie. Je vous ai dit, c'est difficile d'avoir un langage cohérent dans la mesure où, d'un côté, la dynamique dit qu'elle a gagné, et de l'autre, nous disons qu'il faut annuler et recommencer. Ça a des conséquences très profondes. Ensuite, la population est désabusée de ce qui s'est passé le 22 février. Il faut le reconnaître. Donc, ça fait que tout ça mis ensemble, c'est difficile pour la classe politique de reprendre. Et puis, il y a la COVID-19 qui intervient également. C'est difficile. Effectivement, nous n'avons pas autant d'entrain qu'auparavant. La population n'est pas prête à lutter comme auparavant. La population se pose vraiment des questions sur ce qui se passe dans le pays.
Mais évidemment, moi, je dis aux gens, c'est l'occasion de profiter. Il ne faut pas désarmer. Et nous avons, c'est vrai, si la population s'est comportée ainsi, comme je l'ai dit, a laissé tabasser les gens, n'a pas défendu ses résultats. C'est un peu aussi je peux dire, c'est un parti de notre faute. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment sensibilisé pour ce type d'action. Les gens disent que bon, ils n'étaient pas prêts à avoir s'organiser comme ça. Mais peut-être que nous avons la responsabilité de leur dire le contenu de ce que nous voulons et en même temps de leur dire pourquoi il faut qu'ils se défendent pour leurs intérêts et pour les votes qu'ils ont exprimés. Donc, c'est un travail que nous devons faire. Nous devons savoir que c'est des conditions plus difficiles et que la population semble un peu fatiguée de 30 ans de lutte qui n'ont rien donné jusqu'à présent. Ça, nous devons le reconnaître et voir comment il faut répondre. Mais je dis que, bon, souvent on le dit, lorsque vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas trouvé, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez continuer. Voilà. Ok. Vous savez, deux questions et puis on finit, hein, professeur. Voilà, Deux questions. oui. Voilà, et puis on arrête. J'ai déjà les deux questions. Alors, la première question, elle est politique et l'autre, elle est un peu, puisque vous avez eu à enseigner à l'université, nous allons vous poser une question aussi sur ce qui se passe à l'université de Kara. Alors, actuellement, une question de Cyril Dossou. Cyril Dossou revient dire ceci, hein, que je pense très pertinent. Cyril Dossou vous dit que vous avez, vous dépensez beaucoup. Hein, ça coûte vraiment cher à l'opposition à participer à des élections. Ça, c'est de l'argent, on dépense, et puis tout ça là. Mais au finish, ce qu'il ne comprend pas, il dit, qu'est-ce que vous gagnez finalement en participant à ces simulacres d'élections? Puisqu'il y a, en fait, j'espère que vous avez compris. Hein? Oui, j'ai compris, oui. Non, peut-être on dépense beaucoup, c'est vrai, une campagne coûte. Les gens pensaient que ce que la subvention que l'État donnait, ça couvrait, ça nous permettait de nous enrichir. Et vous savez, surtout après les élections de 2015, les gens disent qu'on avait 112 millions, les gens sont candidats pour. Ben, effectivement, il y a des gens qui posent des candidatures, dès qu'ils reçoivent l'argent, ils ne font rien, ils empochent l'argent. C'est vrai. Mais lorsque des gens, vous avez d'autres préoccupations, vous pensez que. Oh non, il y a des gens, non, il faut être franc. Il y a des gens qui ne font pas de campagne. Mais lorsque vous avez des idées que vous voulez conduire à des changements, vous pouvez participer à des changements dans le pays, vous le faites. Vous savez, il y a des candidats qui, même chez vous aux États-Unis bientôt, vous savez, il n'y aura pas seulement deux candidats, vous savez. Il y a d'autres candidats qui vont être là pour la présidentielle. Dans beaucoup de pays, c'est toujours ainsi. Mais tous les candidats savent qu'ils ne vont pas gagner, mais participent parce qu'ils pensent que c'est une occasion pour eux de faire passer un message. Donc, ça, c'est. Donc, peut-être qu'ils ne gagnent pas aujourd'hui, mais peut-être l'idée avance, leur programme avance dans la société, ça peut aider à changer un peu la société. Ça, c'est un moyen de participer. Deuxième chose, pour certains, ils ne participent pas en pensant que nécessairement qu'ils vont perdre. Et qui vont perdre. Peut-être qu'ils ne vont pas gagner, mais leur camp, moi, je participais, je ne dis pas que j'étais sûr de gagner, mais je me dis que peut-être ma participation peut aider à ce que l'opposition gagne, quelqu'un de l'opposition gagne. Et c'est ça, c'était ma préoccupation, en espérant que si quelqu'un de l'opposition soit moi, et je vais être franc, soit moi, mais quand même si quelqu'un d'autre de l'opposition gagne, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas nécessairement gagné se déclare élu. Donc, il faut. Bon, c'est une perte dans la vie, mais peut-être des gens jouent non, à la loto, mais ils vont perdre. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas jouer. Ouais, c'est ça que je veux dire comme réponse à Cyril. Monsieur Cyril. Oui. Monsieur Pierre Balo-Kami dit rapidement ceci que je n'ai pas compris. Peut-être que vous allez nous aider à comprendre. Oh, mais il dit quel est devenu votre poste de Premier ministre? Il paraît qu'on vous a proposé de devenir Premier ministre. Vous refusez d'accepter que M. Agbeome Kodjo a gagné les élections. C'est toutes des histoires. Hein. On m'a jamais proposé d'être Premier ministre. Et puis, si je voulais dire, hein, si je vais être Premier ministre, il faut que ce soit des choses qu'on discuter. Il faut que je sache ce qu'on doit faire ensemble. Il faut que j'ai la même ligne de travail, etc. Mais si pour être Premier dans la Constitution, comme l'ont été les autres Premiers ministres passés,
je ne pense pas que ce soit une bonne chose que j'accepterai. Mais M. Agbeo me dit qu'il a été approché pour être Premier ministre. Il a Peut-être refusé. qu'il a été approché, moi je ne sais pas. Être vrai ou faux, je ne sais pas. Mais il a donné un nom. Hein. Il a dit que c'est l'archevêque Barriga. Il a cité le nom de l'archevêque Barriga comme envoyé. Oui, oui. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, nous sommes dans un grand débat. C'est M. Barriga. Bon, je ne crois pas. Ok, le professeur est là. Oui, je suis là. Qui disent que ce soit Barriga qui l'ait approché pour ça, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer. Je suis pas certain. Qu'il soit approché, je ne peux pas l'affirmer. Voilà. Ok. Merci pour vos questions. La dernière question au professeur avant son mot de fin. Monsieur le professeur, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'université de Kara avec son directeur, monsieur Sanda. Est-ce que vous êtes au courant? Non, j'ai appris qu'on accuserait le professeur Sanda d'avoir détourné des ressources. Oui. C'est ça. J'ai appris ça, je me suis dit, bon, vous savez que les accusations commençaient quand il n'était pas à Lomé, au pays. Mais j'ai appris, j'ai essayé de, sans m'inquiéter, j'ai essayé de voir, puisque, comme vous l'avez dit, je suis enseignant, j'étais professeur et même responsable de l'université à un moment donné. Et bon, je suis à la retraite depuis, mais ça me préoccupe quand j'entends des choses comme ça. Et bon, j'ai essayé de me renseigner pour savoir. C'est vrai qu'il y a des accusations, mais il faut voir si c'est prouvé ou pas. Il faut savoir si c'est prouvé ou pas. Parce qu'au Togo, vous savez, un petit truc, on peut monter ça en flèche, on peut mentir autour, etc. Peut-être qu'il a comme. Je ne suis pas l'affirmeur, puisque je ne suis pas là pour. Je n'ai pas tous les éléments en main. Peut-être, hein, il peut avoir fait un petit truc, les gens montent en épingle, ou bien parfois aussi on peut vouloir empêcher que des irrégularités se passent. Et ceux qui étaient habitués à profiter de ces irrégularités essaient de monter des choses contre vous. Donc, pour le moment, je ne suis pas certain que ce dont on l'accuse soit justifié. C'est ce que je peux dire. Mais si c'est justifié, il faut le remplacer. Vous le connaissez personnellement, M. Sanda? Vous savez que j'ai été responsable de l'université. Oui, oui. Longtemps, en fait. Pas premier responsable, mais quand même, j'ai fait partie des responsables. Je le connais assez bien. Je crois que c'est quelqu'un qui est honnête. Mais on ne peut pas. Vous savez, quelqu'un peut être honnête, il va être responsable, il peut avoir changé. Mais bon, tel que je le connais, je ne suis pas très certain que tout ce qu'on dit. C'est vrai. Merci, professeur. Merci. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu. Votre mot de fin pour le peuple togolais, s'il vous plaît. Alors, vous savez, nous vivons une période très difficile et je crois qu'on doit éviter de travailler seulement avec le cœur et la sensation. Je crois que c'est difficile. Nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour réfléchir. Et surtout, ce qui s'est passé au Mali doit beaucoup nous interpeller. Beaucoup nous interpeller parce que nous voyons là vraiment ce qui a aidé à avoir des résultats partiels au Mali. C'est l'armée. Moi, nous voyons en même temps ce qui a contribué à créer des problèmes, la communauté internationale. Donc, nous devons avoir ces deux idées dans la tête. Ce n'est pas parce que l'armée a apporté une solution que je ne pense pas que c'est l'armée qui doit apporter une solution, mais l'armée a, bon, ils disent que c'est IBK a démissionné. Mais vous voyez ce que la CEDEAO est en train d'imposer comme sanction, que je ne trouve pas justifié, mais ils imposent ces sanctions. Et vous savez que si la CEDEAO reconnaît quelque chose automatiquement, l'Union africaine reconnaît automatiquement, les Nations unies reconnaissent. Voilà. Et donc, nous devons tenir compte de ça. Qu'on soit pour ou contre la CEDEAO, mais voilà ce qui existe. Donc, nous devons tenir compte de ça, savoir que nous sommes dans un monde où l'opposition, ou bien la communauté et l'armée jouent un rôle capital. L'armée nécessairement. Et nous devons tenir compte de ça. Ensuite, bon, malheureusement, peut-être parce que je suis de l'opposition, évitons de jeter l'anathème sur l'opposition togolaise. Peut-être vous allez dire que je suis de l'opposition, je ne peux que dire que ça. Mais si on voit ce qui s'est passé dans les autres pays, je ne pense pas que l'opposition malienne soit plus sainte que l'opposition togolaise. Pas du tout, je ne crois pas. Puisque vous savez, j'ai été de l'UOMOA.
Donc, je connais les députés de tous les pays de l'OMA. Je connais certains, quoi. Je connais les députés de l'opposition, je connais les députés au pouvoir. Je connais comment ça fonctionne. Donc, n'agitez pas la tête de l'opposition togolaise. Nous avons nos erreurs, nous sommes des êtres humains. Mais sachez que pour qu'on ait un changement, il faut que les citoyens mettent la main à la poche et mettent la main à la pâte. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour l'opposition, vous êtes pour le changement, vous êtes là. Si on vous demande $20, vous ne donnez pas. Vous donnez $1, vous ne donnez même pas. Et vous croyez qu'avec ça, que nous avons fait quelque chose. 30 ans de lutte, ce n'est pas facile. Voilà, de quoi que le changement est possible, mais c'est un changement pour tous les Togolais, pour l'ensemble des Togolais. Ne pensez pas que c'est pour une partie des Togolais. Et deuxième chose, ne pensez pas que si un leader de l'opposition va avoir des gens d'unir, automatiquement, il est vendu. Je ne crois pas ça. Ayons confiance en nous-mêmes. Un être humain peut voir son adversaire, ça ne veut pas dire qu'il se vend. Il peut essayer de convaincre son adversaire. Ne pensez pas toujours que c'est les gens d'unir qui essaient de nous convaincre. Nous aussi, nous essayons de les convaincre pour leur dire que la voie qu'ils ont adoptée, c'est mauvais pour le pays. Voilà. OK. C'est ce que j'ai à dire et bonne chance à tout le monde. Nous espérons que nous aurons le changement. Merci, professeur. Un bon séjour à vous. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que nous avons reçu le professeur Aimé Gogué et c'est sur Face Info TV. Allez, bye bye, professeur. Merci beaucoup. On appelle semaine. Au revoir. Bye bye, professeur. Alors, merci de nous avoir suivis. C'est Face Info TV. Je vous invite, pour vous qui nous suivez pour la première fois, de savoir que tous les samedis, nous faisons l'émission Grand Débat ici. Nous amenons des personnalités politiques dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans tous les domaines. Et nous essayons de donner les informations qu'il faut à notre diaspora. Alors, allez sur la page Facebook, abonnez-vous, likez, et puis suivez-nous également sur YouTube. C'est Face Info TV. Merci encore une fois et à la prochaine. Bye bye.